Bienvenue dans Épargnez-moi les détails, le podcast qui booste vos envies d'investir. L'épargne est un enjeu de société. Vous voulez passer d'épargnant à investisseur? Alors ce podcast est fait pour vous. De l'éducation financière, des solutions qui correspondent à vos aspirations et qui sont adaptées au mode de consommation d'aujourd'hui. Je suis Didier Testo, journaliste, fondateur de la Bourse et la Vie TV, et chaque mois, je recevrai Christophe Descohan, le fondateur de MoneyOne.fr. Il cassera les codes, sortira des sentiers battus financiers et réinventera l'épargne immobilière pour une nouvelle vision de vos finances personnelles. Christophe Descohan, bonjour. Bonjour Didier. Alors on va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés en termes d'investissement. Si on commence par l'immobilier, quel regard vous portez sur l'immobilier en ce début d'année 2023 ? Alors en ce qui concerne le marché immobilier, d'abord il n'y a pas un immobilier mais des immobiliers, comme je le répète assez souvent, le résidentiel, le tertiaire, le commerce, et selon qu'on soit détenteur en direct ou via des produits collectifs qui se sont constitués dans la durée, ça va avoir évidemment une influence. Mais sinon, si on prend génériquement les marchés immobiliers, on est en 2023 dans la continuité de 2022, un environnement de taux élevé et qui va probablement continuer d'augmenter, certes un peu moins, mais probablement toujours haussier. Une inflation qui est toujours au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est négatif pour l'immobilier ? On va dire oui et non. Il y a une indexation des loyers sur l'inflation, donc ça c'est plutôt positif dans l'optimisation du rendement. Après, il y a une limite à l'indexation par rapport à l'inflation. On va pas revenir sur les logiques d'énergie, les contraintes des entreprises, etc. etc. Mais on est dans quelque chose où on compresse un petit peu la prime de risque du rendement par rapport au taux sans risque, puisque les taux s'élèvent, mais on reste dans quelque chose qui reste à prime de risque positive, donc qui a du sens. On est dans des fondamentaux qui ne sont pas complètement déconnants, donc il y a toujours une attractivité, la vigilance qu'il faut avoir. Donc moi, je pense que c'est toujours quelque chose de cohérent, notamment en collectif, de par sa diversification. On va rester vigilant sur l'évolution des taux, qui peut avoir une influence à moyen terme. Alors on a eu du côté des marchés sur les actions une espèce d'euphorie de début d'année, en tout cas en Europe. L'année dernière, les obligations n'ont pas vraiment protégé les investisseurs. En 2023, qu'est-ce qui va se passer et quels sont vos choix ? Alors, c'est une excellente question. Alors, effectivement, la brutalité de la hausse des taux l'année dernière a un petit peu perturbé les marchés. Je te rejoins sur la logique d'euphorie de fin d'année, début d'année sur les marchés actions. Je pense qu'on a des niveaux de valorisation qui sont relativement cohérents aujourd'hui. Et est-ce que je parierais sur une hausse massive en 2023 ? Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement se désengager de la logique action, mais ça veut dire qu'il ne faut pas la regarder de mon point de vue avec un potentiel de hausse très très massif, ou en tout cas il y a un risque de volatilité réel en 2023 autour des marchés actions. Les taux, eux, ils ont plutôt été impactés méchamment par la logique obligataire, j'ai envie de dire, par la hausse des taux. Et donc là, pour le coup, notamment sur des produits type buy and hold, sur des sous-jacents high yield, un fonds à échéance, comme on les appelle, il y a vraiment des opportunités avec une protection du capital si on tient jusqu'à l'échéance, qui n'est pas garantie, mais qui est quand même très très forte, et des taux de rendement qui sont quand même extrêmement positifs. Là aussi, quand on parle de volatilité, qu'on parle de taux, mécaniquement, on parle de produits structurés. Ça redevient extrêmement attractif sur différents types d'indices, et notamment des indices actions avec des protections ou des garanties en capital, sur lesquels, là aussi, on retrouve des taux intéressants. Alors, si je me place du côté de l'investisseur, je peux me dire qu'après cette année 2022 historique, puisqu'on parlait de baisse à peu près de toutes les classes d'actifs, 2023, c'est peut-être l'opportunité d'investir. Comment je vais répartir mes investissements dans ce nouvel environnement qui se dessine ? Alors, c'est vrai que 2022 était une année hystérique, mais 21 aussi, 20 aussi. Le problème, c'est que les crises se succèdent et les années historiques avec des particularités de marché se succèdent. Donc, c'est vrai que c'est pas complètement évident de s'y retrouver quand on est investisseur. Mais oui, j'ai envie de dire que globalement, sur cette année 2023, au regard de l'environnement, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on connaît, répartir toujours une partie de son patrimoine sur une logique immobilière en produits collectifs diversifiés, ça a du sens puisque les acquisitions futures d'immobilier vont être relutives de la performance et reconstituer la prime de risque. Encore une fois, en étant vigilant sur la hausse des taux pour pas que ça ait un impact sur les prix. La deuxième chose, c'est que oui, sur les actifs financiers, je crois vraiment qu'il y a une opportunité sur les fonds à échéance. D'ailleurs, on voit le succès depuis le début de l'année est réel parce que ça fait vraiment sens en termes de prix et en termes de rendement.
Idem sur les produits structurés. Après, c'est comme tout, quand on est dans une logique de risque mesuré, ça doit être le socle principal dans le cadre de l'enveloppe fiscale dans laquelle on est le mieux armé selon sa réalité patrimoniale, et puis venir se diversifier un peu plus sur du risque, actions thématiques sur lesquelles on a de fortes convictions. Ça peut être des sujets autour de la tech, autour du spatial, il y a des choses intéressantes, l'environnemental. Et puis pourquoi pas, le private equity, pourquoi pas, mais en étant là aussi vigilant, les taux sont vraiment très très fondamentaux dans le private equity au regard des effets de levier. Et puis pourquoi pas, on évoque de plus en plus la logique de digital assets. Voilà. Alors pas obligatoirement venir spiler sur de la crypto, mais en tout cas pour ceux qui l'ont fait, exploiter cette capacité aujourd'hui de venir arbitrer d'un wallet crypto vers du marché plus vanille, fiat comme on dit, revenir sur des devises plus traditionnelles, sur des produits qui pour certains peuvent être à assez forte dynamique. Mais ça doit être marginal dans l'allocation. Merci beaucoup Christophe Descaux. Merci Didier. MoneyOne.fr, investir, maintenant c'est comme ça.